Salut, j'espère que tu vas très bien. Dans cette leçon qui risque d'être, un peu longue, que j'ai divisée en 3 grandes parties que je vais t'expliquer, je vais te présenter tout de suite. Nous allons parler de la descente d'Inanna aux enfers comme une symbolique initiatique du cycle de Vénus depuis la perspective de l'astrologie chamanique. Alors Vénus, je pense pas que j'ai besoin de te la présenter encore. C'est un archétype sur lequel j'ai publié énormément. Si tu ne connais pas encore Vénus suffisamment ou l'archétype, je te laisserai ci-dessous les liens vers les différents contenus pour que tu puisses l'explorer plus en profondeur. Pour ceux et celles qui sont déjà initiés à ce code, je suis sûre que tu connais la Vénus classique, dans l'astrologie, mainstream parle, par exemple le signe, la maison, les aspects. Tu as peut-être même déjà étudié les retours vénusiens, qui sont comme les révolutions solaires, mais par rapport à, notre Vénus natale. Tu sais peut-être même, si tu es allé plus loin dans l'étude de l'astrologie, que Vénus, par progression, peut changer de signe, de statut. Elle peut passer rétrograde ou étant, rétrograde, dans le thème de naissance, elle peut passer direct par progression. Elle peut changer de maison et ceci a un impact sur l'expression que tu fais de ton énergie vénusienne. Tout ce que l'on peut apprendre sur nos, codes astrologiques de naissance nous aide à nous saisir mieux de la lumière que l'on peut révéler à travers ce code-là. Si en plus tu consommes le contenu que je publie depuis environ 3 4 ans, tu m'as certainement déjà entendu parler des Venus Star Points. Et si tu es membre de programme Architecte de ma vie et que tu as fait les leçons dans le dossier Vénus, tu connais plutôt en profondeur la symbolique de Vénus et son étoile de Vénus, et même ton étoile de Vénus à toi, et la symbolique karmique et l'impact que cette étoile représente à un niveau relationnel. Tout ça, c'est énorme, mais on est loin d'avoir fini d'explorer ce code qui est aussi fascinant que débordant de lumière. Dans cette leçon, je vais te proposer d'aller encore plus profond en te dévoilant un visage mythologique de Vénus datant d'environ 6 000 ans et de comment ce mythe, si ancien et si ésotérique, explique avec une précision effarante le cycle synodique de Vénus, comme on peut l'observer à l'œil nu dans le ciel, depuis la Terre. Dans le contenu qui suivra, nous allons découvrir une toute autre dimension très profonde et très ésotérique de Vénus, d'après les enseignements de l'astrologie chamanique, au travers de laquelle tu vas non seulement apprendre à connaître ton code Vénus autrement, ce qui viendra enrichir ta compréhension et ton expression de ton énergie vénusienne, comme toujours, mais tu pourras aussi, si tu le souhaites ainsi, vivre cette expérience comme un processus initiatique. On va on va faire ça ensemble. Je vais te proposer de faire ça ensemble. Nous démarrons donc ce voyage de Vénus avec cette première présentation où je vais te présenter la symbolique initiatique de ce cycle. Je vais d'abord te parler des visages mythologiques de Vénus. Nous allons ensuite reprendre rapidement le cycle de Vénus, ses phases, les fameux Venus Star Points, pour ceux qui n'ont pas encore fait les leçons, qui ne se sentent pas en retard. Et nous allons ensuite aborder le mythe d'Inanna et son lien symbolique avec le cycle de Vénus comme voyage initiatique pour intégrer les différents archétypes du féminin sacré. C'est fascinant, tu vas voir. Mais avant, on va créer un espace sacré pour nous préparer à accueillir ces précieux enseignements. Alors, je vais te demander de te mettre un peu à l'écart. Si tu es dans un endroit où il y a des personnes qui circulent, fermer la porte, lâcher ce que tu as entre tes mains, poser tes pieds par terre, prendre quelques instants pour prendre conscience de ta posture, étirer ton dos sans créer de la tension, juste le redresser ton dos. Et pendant qu'on fait quelques respirations, je vais te demander de poser ton regard doucement quelque part. Je vais te demander d'inspirer profondément par ton nez et d'expirer lentement par ta bouche. Tu peux faire ça pendant
2 ou 3 fois. Et pendant que tu fais ça, je voudrais que sans bouger les yeux, tu prennes conscience de l'espace qui t'entoure, à travers la température, à travers aussi peut-être, les sons que tu peux entendre autour de toi, même si éloignés. Continue de respirer. Une dernière respiration profonde. Une dernière expiration par la bouche. Et pendant que tu expires, tu vas fermer tes yeux. Juste l'espace de quelques secondes. Te donner le temps de prendre conscience de ton corps avec les yeux fermés. Tu peux reprendre ta respiration normale. Faire un tour de ce corps, peut-être faire un body scan, commencer par la tête et descendre doucement le long de ton corps, en prenant conscience de tes points d'appui, là où tu es assis, peut-être ton dos contre la chaise ou le fauteuil où tu te trouves, tes pieds par terre, tes bras ou tes mains sur tes cuisses. N'oublie pas de respirer. Et tu reprends une respiration profonde. Et tu expires par la bouche. Et tu peux ouvrir les yeux. C'est bon. On est prêt maintenant pour commencer. Et nous allons commencer par faire un tour d'horizon des différents visages mythologiques de Vénus dans l'histoire de l'humanité. Je vais te présenter quelques déesses, comme celles que tu peux voir déjà à l'écran. J'ai rajouté les dates correspondant aux périodes de l'histoire où ces personnages ont été référencés pour que tu te repères dans la ligne du temps chronologique et que ce soit plus facile. Je ne vais pas aborder en détail toutes ces déesses parce que sinon on ne s'en sort pas. La mythologie est richissime au sujet et ultra fascinante. Donc si on commence, je ne sais pas si dans 24 heures on aura terminé. Mais voilà, je te présente quelques-unes de ces images qui sont très fortement reliées à l'archétype de Vénus, comme par exemple la déesse maya Ixchel, qui était une déesse des eaux et qui était associée au jaguar, qui était son animal de pouvoir. Et son nom signifie littéralement dame de l'arc-en-ciel, ce qui n'était pas nécessairement un bon augure pour les Mayas. Les Mayas d'ailleurs redoutaient beaucoup Vénus. Ils avaient réussi à observer le ciel et ses allers et retours et ses différentes phases en étoile du matin, en étoile du soir. Et ils redoutaient beaucoup la phase Vénus étoile du matin. J'en ai déjà parlé dans les formations du dossier Vénus. Donc cette déesse est représentée par une femme, souvent vieille, mais pas tout le temps, coiffée d'un serpent. C'était une déesse à la fois protectrice de la vie, mais qui pouvait provoquer la mort. Donc il y avait comme une dualité de son énergie. Ceux et celles qui avaient déjà complété les leçons sur l'espace éducatif dans le dossier Vénus, vous allez retrouver souvent dans ces déesses que je vais vous présenter cette dualité de la protection de la vie, mais aussi de la mort, de la bonté, la bienveillance, la connexion à la créativité, à la force créatrice, mais aussi la destruction. Vous allez le retrouver plusieurs fois. Nous avons ensuite Ishtar, déesse babylonienne, une déesse aux attributs et aux fonctions diverses, ce qui pour certains peut être encore complexe et même contradictoire et déroutant, mais c'est comme ça, on retrouve dans toutes ces déesses cette dualité et cette complexité. Ishtar est donc une déesse mésopotamienne, très vénérée. Elle est assimilée à Inanna, la déesse équivalente dans la mythologie sumérienne et dont je vais te parler plus tard. C'est la protagoniste de notre mythe. Et cette déesse Ishtar est considérée comme symbole de la femme, associée à l'amour, mais aussi à la guerre. Et
au long des 3 millénaires d'histoire sumérienne puis mésopotamienne, elle a été l'une des divinités les plus importantes de la région. Elle a en plus été adoptée dans plusieurs pays voisins et dans plusieurs civilisations qui ont suivi. Ishtar signifie étoile. Et cette déesse, Ishtar, était représentée comme une étoile à 8 branches, comme tu peux voir dans l'image. Tu peux voir à l'écran 3 pictographies mésopotamiennes des 3 lumières que l'on peut observer dans le soleil et qui répondent aux 3 divinités majeures des Sumériens de toute cette zone de Mésopotamie. On peut voir la lune, elle est facile à identifier, mais on peut voir également le soleil qui est représenté toujours comme un disque et Ishtar, l'étoile. L'étoile a 8 branches. Cette étoile à 8 branches, nous la retrouvons également dans les lames du tarot, comme tu peux voir ici à l'image, notamment dans la lame 17, qui n'est autre que l'arcane majeur qui s'appelle aussi l'étoile, et qui d'ailleurs est la première de la suite des 3 lumières, tu vois, exactement comme représenté dans l'image que je te montrais avant, juste avant. L'étoile, la lune et le soleil. Curieux, non? Tiens, un autre détail curieux. Si tu additionnes 1 et 7, 1 et 7 pour 17, tu obtiens 8, comme les branches de l'étoile, comme les années qu'il faut à Vénus pour compléter un cycle entier de 5 Venus Star Points dans le ciel. C'est curieux, non? Revenons à nos déesses. Nous avons également ici Astarté, déesse phénicienne, syro-phénicienne, qui était la divinité féminine la plus fameuse et qui incarnait l'amour, la reproduction, la fécondité, mais qui était également la déesse des combats, la déesse guerrière, finalement une déesse de mort. Et puis nous avons Isis, la déesse Isis, qui est la plus célèbre des déesses du panthéon égyptien. On connaît surtout d'elle le rôle d'épouse, mais la limiter à ses fonctions est assez réducteur. Isis est donc une déesse qui a multiples fonctions et multiples visages. Elle donne la vie, elle est intimement liée au pouvoir, elle est vénérable, puissante, souveraine des dieux. Elle peut être ailée pour aller dispenser protection et souffle là où c'est nécessaire. Elle est coiffée d'un disque solaire et on la représente souvent en train de porter un ankh, le symbole de vie égyptien, car elle est capable de donner l'immortalité. Et l'ankh, que tu peux voir ici à gauche, dans l'image, clé de la vie, ou puissant instrument très hermétique, qui fait partie des attributs d'Isis, ressemble drôlement au glyphe de Vénus, que tu peux voir à droite et dont la symbolique a été déjà expliquée dans les leçons du dossier Vénus. Ici, je voulais juste te signaler la ressemblance. Dans ce parcours des déesses à haut caractère vénusien, j'étais obligée de parler d'Aphrodite, déesse grecque de l'amour, du désir et de la beauté. Nous avons également Freya, déesse nordique, aussi considérée comme une déesse de l'amour, de la sexualité, de la beauté, de la terre et de la fertilité, qui était belle, parfois blonde, parfois rousse, et qu'on invoquait et qu'on invoque toujours pour être heureux en amour, et qui possédait la capacité de pleurer des larmes en or. Elle avait aussi un beau collier magique, tout comme Vénus avait une ceinture magique. Freya était la plus populaire de toutes les déesses. Et figure-toi qu'elle était considérée comme la première des 3 Valkyries et donc recevait à ce titre le nom de déesse guerrière décidant du sort des combats et de la mort des guerriers. Donc, nous avons encore ici ce double visage. Et puis, je te présente Lakshmi et Kali, qui sont 2 visages d'une même énergie,
qu'on a retrouvées déjà chez Ixchel, la déesse Maya, chez Ishtar, la déesse mésopotamienne, chez Freya, la déesse nordique, Lakshmi à gauche, la déesse de la beauté, de la splendeur, de la prospérité, de la fortune. C'est une magnifique déesse parée d'or et elle a 4 mains qui représentent la vertu. Aucune de ses mains ne porte d'armes, car Lakshmi est une déesse bienfaitrice et non guerrière. Et à côté d'elle, nous avons Kali, qui constitue l'une des déesses les plus adulées par les hindous. Cette divinité, à l'apparence aussi étrange et terrifiante, symbolise la préservation, la transformation et la destruction. Et ceux qui la vénèrent sont libérés de la peur de la destruction, de la jalousie ou de la passion. Nous avons encore ici l'expression douce, bienveillante, donneuse et protectrice de vie, et l'expression sauvage, guerrière et destructrice. Cette fois-ci, comme je te disais tout à l'heure, dissociée. Et cette même symbolique, on la retrouve dans le cycle de Vénus. On va en parler tout à l'heure. Et l'énergie que cet archétype dégage dans ces 2 phases principales. Sa phase étoile du matin, où Vénus devient impétueuse et guerrière, et sa phase étoile du soir, où Vénus devient conciliatrice, douce, apaisée. Et nous retrouvons ces analogies à cet archétype dans la symbolique tarologique et numérologique que j'ai abordé dans les leçons du dossier Vénus et que je partage ici très rapidement, juste pour rappel, le diable marqué sur le front par l'étoile à 5 branches vénusiennes, mais inversées, 5 étant, tout comme le 8, des chiffres symboliquement reliés à Vénus et à son cycle. On va en parler tout à l'heure. L'impératrice et le diable dans le tarot, les lames 3 et 15, en sachant que 15, 1 plus 5 égale 6, 3 et 6 étant déjà 2 nombres avec une forte symbolique ésotérique et formant ensemble le nombre 36 qui est lui aussi très puissamment relié à Vénus. Mais je n'ai pas voulu vous prendre la tête dans tous les sens avec autant d'informations. Donc, laissez-moi savoir en commentaire si ça vous intéresse que j'aborde ceci plus en profondeur, parce qu'il y a tellement d'infos que je ne veux pas vous accabler. C'est la dernière des choses que je veux. Mais voilà, si on veut jouer avec la symbolique, on peut aller plutôt loin. Nous terminons ce parcours rapide des déesses avec les protagonistes du mythe que je vais te raconter aujourd'hui, Inanna et Ereshkigal, déesses sumériennes. Inanna, reine des cieux, qui règne sur l'amour, la fertilité, la sensualité, la procréation et la guerre. Ses talents de magicienne lui font prophétiser et provoquer le déluge, tout comme Ixchel aussi. Elle provoquait des inondations, de fortes inondations. Mais au dernier moment, elle sauve les humains parce qu'elle se prend de compassion pour eux. Ses relations amoureuses sont multiples et légendaires, tiens donc, comme notre Vénus. Son père, Sin, dieu de la lune, sa sœur aînée, Ereshkigal, déesse des enfers et des morts. Et je ne m'attarde pas trop ici, parce que comme je te dis, Inanna et Ereshkigal sont les 2 protagonistes du mythe de la descente d'Inanna aux enfers, que je vais te raconter tout à l'heure. Un des plus vieux récits à avoir été retrouvé en résonance avec les cycles de Vénus. Et justement, parlons-en, parlons des cycles de Vénus, de ses phases, des fameux Venus Star Points. Je précise ici que ceci n'est qu'un rappel, c'est une révision. Je ne peux pas aller en profondeur, surtout que j'ai déjà abordé ce sujet en long, en large et en travers. Juste préciser que le cycle commence avec la conjonction inférieure, Vénus-Soleil, lors de la rétrogradation de Vénus, et qui culmine avec la conjonction supérieure, et le cycle se termine avec la suivante conjonction inférieure. Le cycle de Vénus a une durée de 584 jours et se divise en 2 grandes phases d'une durée environ 8 mois. Nous avons ici la Terre, ici le Soleil et ici Vénus, qui est une planète intérieure. Comme je te disais, le cycle démarre quand Vénus fait sa conjonction inférieure
avec le Soleil quand elle est au plus près de la Terre et qu'elle est en plein processus de rétrogradation. Ici se crée ce qu'on appelle le Venus Star Point rétrograde et ici démarre la phase de Vénus étoile du matin. À partir de cette conjonction inférieure avec le Soleil, il faut calculer environ une dizaine, quinzaine de jours, tout dépend de là où on se trouve dans la Terre, pour la revoir apparaître dans le Soleil, parce que pendant un petit moment de sa rétrogradation, elle reste invisible. À chaque fois qu'elle fait sa conjonction au Soleil, Vénus, qu'elle soit inférieure ou supérieure, Vénus est invisible. On ne la voit pas dans le ciel. Mais une fois qu'elle sort dessous les rayons du soleil, en gros, c'est ça, on commence à la revoir dans le ciel. Et dans cette phase-ci, entre la conjonction inférieure et la conjonction supérieure, Vénus est en phase étoile du matin. Ensuite, elle redisparaît, cette fois-ci pour une durée plus longue, environ 3 mois, parce qu'elle va passer derrière le soleil par rapport à la Terre. Tu vois, le soleil, il est là. Et donc, le temps qu'elle passe derrière le soleil, elle reste invisible à nos yeux. Ici se crée ce qu'on appelle la conjonction supérieure, le Venus Star Point direct. Et à partir de ce moment, Vénus entre dans sa phase étoile du soir. C'est-à-dire, on la voit à l'ouest se coucher derrière le soleil. Tout comme dans la phase Vénus étoile du matin, on la voit se lever à l'est avant le soleil. Elle sort, elle, avant le soleil. Quand elle est en phase étoile du soir, on la voit se coucher derrière le soleil. Entre ces phases-là, nous avons 2 périodes d'invisibilité lors de la conjonction inférieure qui est plutôt courte et lors de la conjonction supérieure qui est plutôt longue, qui dure environ 90 jours. Tous les cycles de Vénus commencent avec la conjonction inférieure et Vénus est toujours rétrograde. Et la phase de notre Vénus natale, c'est-à-dire savoir si nous sommes nés plus tôt pendant que Vénus rétrogradait, si elle était en conjonction avec le Soleil, si nous sommes nés pendant la phase Vénus étoile du matin, ou qu'on est né plutôt pendant la conjonction supérieure, ou plutôt pendant la phase Vénus étoile du soir. Tout ça s'interprète et se lit également en astrologie. Alors, c'est sûr que ce n'est pas un savoir amplement répandu parce que pas du tout mainstream et qu'il y a peu de contenu publié accessible, mais c'est un sujet que j'ai déjà abordé dans les leçons du dossier Vénus et dans lequel on va approfondir dans les mois à venir parce qu'on va aller plus loin dans le décortiquage des phases natales de Vénus. Les Venus Star Points. Soleil et Vénus font 5 conjonctions chaque 8 ans. Chaque conjonction crée un point dans le ciel que l'astrologue américaine Ariel Gutman a baptisé Venus Star Point, dont les implications sont super, mais super intéressantes, aussi bien à un niveau collectif, parce que les générations de Venus Star Points durent environ un siècle, du moment où Vénus et le Soleil commencent à faire des conjonctions dans un signe, jusqu'au moment où ils terminent, ils changent de signe, il se passe environ 100 ans. Et donc, c'est super intéressant de connaître les générations de Venus Star Point, aussi bien à un niveau prénatal qu'à un niveau étoile, et aussi bien à un niveau collectif qu'à un niveau individuel, parce que nous avons tous et toutes un VSP prénatal, dont j'ai aussi déjà parlé, même j'ai fait des articles de blog complètement gratuits et plutôt détaillés. Je te laisse les liens par ici pour que tu puisses aller les chercher, que tu puisses voir quel est ton VSP prénatal et que tu puisses commencer à travailler sur ton étoile de Vénus qui est propre à chacun et chacune de nous. J'ai également abordé le sujet par rapport à l'astrologie relationnelle et comment les étoiles en synastrie communiquent entre elles, quelles sont les synergies. Tout comme connaître la phase de notre Vénus natale nous permet d'approfondir dans la compréhension de ce code de lumière féminine que nous avons tous et toutes. Connaître notre VSP prénatal qui est relié à un archétype du féminin sacré, ce que l'astrologie chamanique appelle les métadéesses, nous donne accès à une dimension plus ésotérique et beaucoup plus subtile, plus profonde, plus intéressante de notre nature vénusienne, pour mieux nous saisir toujours de ce puissant code, de ce très puissant code. Parlons maintenant du mythe d'Inanna.
Le mythe d'Inanna est le récit mythologique le plus ancien, le plus cohérent et le plus précis en ce qui concerne le cycle astronomique de Vénus. Il s'intitule La descente d'Inanna aux enfers. Le lien symbolique entre le cycle de Vénus et le mythe sumérien est impressionnant. Le cycle de Vénus sur 19 mois, sa rétrogradation, ses conjonctions au Soleil et ses différentes phases et ses multiples conjonctions avec la Lune tout au long du cycle sont parfaitement détaillés, même si quelque part chiffrés parce que c'est un mythe. Et je compte bien te donner des informations bien explicites et bien concrètes après t'avoir raconté le mythe pour que tu vois le lien, que tu le ramènes à ta conscience et que tu puisses t'en servir. Le mythe d'Inanna est un des plus anciens contes jamais enregistrés dans l'histoire de l'humanité. Il trouve son origine dans la civilisation sumérienne et on le retrouve retranscrit en écriture cunéiforme sur des tablettes d'argile trouvées dans ce territoire du globe terrestre que l'on connaît aujourd'hui comme l'Irak. Il y a de nombreuses versions de ce mythe, car comme tous les textes initiatiques et sacrés, il est écrit en code, ce qui fait que les subtilités propres à ce type de texte se perdent un peu dans les traductions ou peuvent être interprétées différemment selon la personne qui fait la traduction. Moi, j'ai choisi de te raconter ici ma version préférée de toutes celles qui sont arrivées à moi, celle qui est le plus en cohérence avec ma compréhension du cycle de Vénus et le travail avec ce code astrologique tellement intéressant et tellement riche. Laisse-moi donc te présenter les personnages de cette histoire. Nous avons Inanna, déesse de la vie et de la fertilité, mais aussi de l'amour physique et de la guerre, décrite comme une déesse conquérante et vindicative. Elle apparaît aux yeux des autres dieux comme une déesse impétueuse et irréfléchie, excentrique, fantaisiste, à caractère lunatique, très peu apprécié des autres dieux. Et ces aspects de sa personnalité sont importants pour comprendre le mythe. Nous avons ensuite Enki, qui est le dieu sumérien des eaux douces souterraines, patron des arts et des techniques, dieu civilisateur du monde. Ninshubbar, ou la reine de l'Est, elle est dans la mythologie sumérienne une déesse, vassale et amie d'Inanna. Elle va d'ailleurs l'accompagner dans sa descente aux enfers, tu vas voir tout à l'heure. Et ensuite, nous avons Ereshkigal, qui est beaucoup plus apaisée que sa sœur Inanna. Elle est la reine du monde d'en dessous, ou la reine des morts. Elle représente la mort, mais contrairement à sa sœur, elle donne naissance à des enfants et on lui attribue Gugalanna comme mari, le taureau du ciel, qui aussi est important dans le mythe. Je vais te raconter cette histoire en actes. Ce n'est pas parce que le mythe est présenté en actes. D'ailleurs, je t'encourage fortement à faire tes recherches sur Internet pour le lire de tes propres yeux. Mais voilà, moi, ça m'arrangeait de organiser comme ça mon récit. On commence avec l'acte numéro 1, au cours duquel Inanna, qui est un peu d'humeur morose ce jour-là, va voir Enki. Et Enki s'était un peu trop excédé avec l'élixir d'ambroisie. Donc, il n'avait pas toute sa tête à lui et il était particulièrement, disons, optimiste ce jour-là. Alors, pour lui relever le moral et n'étant pas trop conscient de ce qu'il faisait, Enki lui propose une tenue divine nouvelle composée d'une couronne, d'un sceptre, d'un magnifique collier à plusieurs rangées et les boucles d'oreilles qui vont avec, assorties, le tout en lapis-lazuli, un superbe bustier brodé, une ceinture de pouvoir, de précieuses chevillères et une robe royale. Inanna, qui est impressionnée par la beauté de cette nouvelle tenue, lui dit oui, oui, elle profite, elle sait parfaitement que Enki les sous. Donc elle lui dit oui, oui, je prends la couronne, je prends le sceptre, je prends le collier, je prends tout. Et elle part avec les attributs divins, elle s'enfuit avec. Quelque temps après, Enki se rend compte qu'il a fait une bêtise et l'appelle et lui dit hey, Inanna, cette robe, cette parure, elle n'est pas à toi, rends-moi-la s'il te plaît. Mais Inanna, on connaît maintenant son caractère, elle refuse de le faire. Du coup, Enki, qui est très fort en colère, lui envoie ses vassaux et les démons qui vont avec
pour récupérer les attributs divins. Mais Inanna, elle réussit à leur échapper en compagnie de son ami Ninchubar. Et dans la poursuite d'Inanna, le mari d'Ereshkigal, la sœur aînée d'Inanna, qui est au service d'Enki, est meurtrièrement blessé. Acte numéro 2, Inanna, arrivée chez elle, avec sa copine Ninjubar, elle lui dit « Oh mon Dieu, je suis trop contente, regarde qu'elle est belle ma robe, et regarde comment elles sont magnifiques, ces parures, ces attributs divins. » Elle est tellement excitée d'avoir cette nouvelle tenue divine et elle se laisse prendre par la folie des grandeurs que ces nouveaux accoutrements éveillent en elle, qu'elle décide qu'elle a maintenant tout ce qu'il lui faut pour affronter sa sœur aînée et donc s'emparer du monde d'en dessous, appelé en sumérien le grand en bas. Elle décide donc de descendre lui rendre visite dans les enfers avec l'excuse de lui donner ses condoléances en personne pour la mort de son mari. Et Ninchubar est à ses côtés. Arrivée aux portes des enfers, acte numéro 3, Inanna apprend qu'il y a un paiement à faire. Les Anunnaki, gardiens des portes des enfers, ne la laisseront pas entrer tant qu'elle n'aura pas payé son tribut pour avoir le droit de pénétrer dans le royaume souterrain. Inanna, ne sachant pas quoi leur donner, elle dit « Non, mais je suis venue, je n'ai rien », accepte donc de remettre sa couronne pour pouvoir entrer. Sauf que celui-ci ne sera que le premier passage. Et au fur et à mesure qu'Inanna avance vers les chambres royales où se trouve sa sœur, elle est obligée de franchir 7 portes. Et à chaque porte qu'elle traverse, elle doit payer un nouveau tribut. C'est ainsi que, graduellement, elle accepte de remettre et donc de déposer à chaque porte, un à un, tous les attributs divins qu'elle porte sur elle, dans cet ordre. Elle a commencé par la couronne, elle continue avec le sceptre, ensuite la parure, le collier et les boucles d'oreilles assorties, ensuite le bustier, ensuite la ceinture de pouvoir, ensuite les chevillères. Arrivée à la 7e porte, il ne lui reste que la robe royale. Si elle veut entrer pour voir sa sœur, il lui faut accepter également de remettre ça. Et c'est ainsi qu'elle se retrouve toute nue, dépossédée de tout ce qui la rendait puissante, de tout ce qui la faisait sentir puissante, tous ses habits et toute cette tenue, ces parures divines, face à sa sœur aînée, Ereshkigal. Sauf qu'avant d'entrer, elle se retourne et dit à Ninchubar, qui l'accompagne de près, « Attends-moi, et si tu vois que je ne suis pas revenue dans quelques jours, fais quelque chose pour me sauver, s'il te plaît. Viens me chercher. » Acte numéro 5. Inanna se présente face à Ereshkigal. Et bon, Ereshkigal qui a déjà un caractère plutôt darks, parce que c'est quand même la déesse des enfers, des morts et du monde souterrain. Elle est bien connue pour sa noirceur. Elle la voit et elle est tellement furieuse contre elle à cause de la mort de son mari, parce que elle estime qu'Inanna est responsable de la mort de son mari. Donc, elle est tellement furieuse qu'elle la voit et elle la tue. Elle la tue et elle la suspend d'un crochet, dit l'histoire. Acte numéro 6. Ninchubar, qui attend, en voyant qu'Inanna prend du temps à ressortir, se dit « Je vais aller demander de l'aide ». Elle sollicite plusieurs dieux, mais comme Inanna n'est pas la déesse préférée, eh bien, personne ne veut vraiment lui donner un coup de main. Donc, du coup, elle termine par aller voir Enki, qui accepte de venir en aide. Il envoie donc des petits êtres, selon l'histoire, qui entrent dans le monde souterrain et arrivent accompagner Ereshkigal dans son deuil, lui apporter du soutien dans sa douleur. Et il reste là. Pendant 3 jours et 3 nuits, Ereshkigal pleure intensément sa perte, tandis qu'Inanna est toujours là, morte, suspendue au crochet. Nous traversons tous des périodes de chagrin, de douleur et d'obscurité comme celle d'Ereshkigal. Et lorsque nous passons par des moments comme ça, nous apprécions la compagnie, nous apprécions le soutien. Nous n'avons pas nécessairement besoin qu'on soit en train de nous faire de gros discours pour nous remonter le moral ou pour minimiser l'importance du processus qu'on est en train de vivre. Mais avoir une présence là qui vient juste nous soutenir et nous accompagner dans notre douleur,
ça fait du bien. Et ces petits êtres qui viennent en soutien du processus de deuil d'Ereshkigal, c'est ce qu'ils font. Et Ereshkigal leur est extrêmement reconnaissante. Elle est tellement, mais tellement reconnaissante qu'elle leur propose de leur donner quelque chose en paiement. Et elle leur dit, je suis prête à vous donner quoi que ce soit que vous me demandiez, en signe de ma profonde gratitude pour votre compagnie. Et donc, ils demandent la vie d'Inanna. Ils demandent de la ramener à la vie. Alors, Ereshkigal n'est pas super ravie, mais c'est une déesse. Elle a proposé ce paiement et elle l'honore. Et donc, elle accepte. Acte numéro 7, Inanna est ressuscitée. Certaines histoires disent qu'elle reçoit une onction avec de l'eau. D'autres versions disent qu'elle est aspergée de gouttelettes par les petits êtres et elle est ressuscitée. À ce moment-là, ayant réalisé son insolence, son immaturité, ainsi que son manque de respect pour sa sœur aînée et son statut de souveraine du monde d'en bas, des enfers, mais aussi pour les attributs divins qu'elle n'a pas su honorer, qu'elle a carrément volé en profitant d'un moment d'inattention d'Enki, elle décide de se retirer du royaume d'en bas et entame la remontée au royaume d'en haut. Inanna a appris sa leçon. Elle s'est rendue compte à quel point elle était naïve et immature de penser qu'une tenue, qu'un accoutrement, qu'une couronne, qu'une parure lui donnerait du pouvoir, représenterait des véritables attributs divins. Cette expérience l'a complètement métamorphosée et lui a permis de valoriser sa condition de déesse. Elle remonte avec l'intention de prendre sa place, la place qui lui correspond dans le monde d'en haut, et d'exécuter son rôle divin avec grâce et dignité. Inanna a donc complété une importante initiation. Elle est partie en déité lunatique et capricieuse, elle remonte en déesse magnifiée. Et comme elle remonte, et c'est le dernier acte de notre histoire, elle franchit, dans le sens inverse, les mêmes 7 portes des enfers qu'elle avait franchies à l'aller. Sauf que cette fois-ci, à chaque porte qu'elle franchit, elle réclame ses atouts de déesse, qu'elle est maintenant en mesure non seulement de valoriser, mais aussi d'honorer. C'est ainsi qu'elle récupère, dans cet ordre, d'abord sa robe royale, ensuite ses chevillères, ensuite sa ceinture de pouvoir, son bustier, sa parure, le collier et les boucles d'oreilles en lapis-lazuli, son sceptre et finalement sa couronne. C'est comme ça que se termine notre histoire. Nous arrivons ainsi à la fin du mythe de la descente d'Inanna aux enfers. J'espère que tu as apprécié. Discutons maintenant de la symbolique, du lien symbolique entre ce mythe que je viens de te raconter et le cycle de Vénus, parce que, comme je t'ai expliqué plus tôt dans cette vidéo, nous retrouvons dans le mythe tous les éléments du cycle de Vénus. Sa rétrogradation, ses différentes conjonctions au Soleil, les différentes phases, les conjonctions avec la Lune tout au long du cycle. Faisons un petit décryptage de la symbolique. Alors, tout d'abord, les personnages, ils sont importants. Inanna représente Vénus, Ereshkigal représente son ombre. Ninchubar est l'homologue sumérienne de Mercure. Et c'est vrai que lors des rétrogradations de Vénus, il y a toujours Mercure qui traîne dans le coin à un moment donné ou à un autre. Et ensuite, Enki, les rencontres d'Inanna avec Enki ou les interventions d'Enki, comme par exemple quand il est prêt à aider Inanna en lui envoyant les petits êtres qui vont accompagner Ereshkigal dans sa douleur et réclamer ensuite qu'elle soit ramenée à la vie, correspondent aux conjonctions avec le Soleil. Alors, en ce qui concerne le parcours, lorsque Vénus commence sa rétrogradation, ça correspond dans le mythe au moment où Inanna va voir Enki. Vénus en boucle rétrograde et pré-rétrograde, et surtout Vénus pré la conjonction inférieure avec le Soleil, est une Vénus qui n'est pas vraiment contente avec ce qu'elle a. Tu vois, c'est cette humeur morose de laquelle parle le mythe. Inanna, elle n'est pas contente. Elle se dit que voilà, ça
sa vie de déesse ne lui correspond plus. Et nous, dans notre processus vénusien, au début de la boucle rétrograde de Vénus et avant la conjonction avec le Soleil, on est un peu dans cette humeur. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que je suis toujours d'accord avec ce que j'ai dans ma vie? Est-ce que mes goûts et mes préférences sont d'actualité, etc., etc. Ce moment de la boucle rétrograde, pré-conjonction inférieure, correspond au moment où Inanna va voir Enki, le Venus Star Point, c'est-à-dire la conjonction inférieure, correspond au moment où Inanna s'empare des attributs divins et elle s'enfuit avec. La deuxième moitié de la rétrogradation correspond à la poursuite d'Inanna, son arrivée chez elle, son excitation et sa décision d'aller descendre aux enfers pour s'emparer de ce royaume. La phase Vénus étoile du matin, les 8 et quelques mois que dure cette phase, correspond à la partie du mythe dans laquelle Inanna franchit les 7 portes de l'enfer en descendant pour aller rencontrer sa sœur Ereshkigal, et au cours de laquelle nous avons 7 ou 8 conjonctions Lune-Vénus. Le moment où Vénus redevient invisible et elle fait sa conjonction supérieure avec le Soleil, donc on a le Venus Star Point direct, elle correspond à la mort d'Inanna, au deuil d'Ereshkigal et à la résurrection d'Inanna. Et la phase étoile du soir, qui dure environ 8 mois et quelques, correspond à la remontée d'Inanna et le fait qu'elle retraverse les 7 portes de l'enfer. Et nous avons là également 7 ou 8 conjonctions Vénus-Lune. Je te rappelle que ce mythe est vieux de plus de 6000 ans. Incroyable comment il colle, mais avec une précision au cycle de Vénus qui m'a impressionné moi personnellement quand je l'ai découvert. Juste pour te donner encore un petit détail très symbolique et très intéressant, nous avons ici le cycle de Vénus. Je te rappelle que la Terre est ici, Vénus est ici, le Soleil est ici. Vénus, elle fait conjonction au Soleil, poursuit sa rétrogradation, fait demi-tour et reprend son mouvement direct en sortant par ici. Elle entame sa phase étoile du matin. Okay? Lorsqu'elle sort dans sa phase étoile du matin, elle a 7 ou 8 conjonctions avec la Lune. Et pendant toutes ces conjonctions, la Lune sera en phase décroissante. Et c'est quand même très hallucinant que dans le mythe, elle remet des attributs divins. Quand on connaît la symbolique de la Lune décroissante, qui est toujours une Lune qui nous sert à nous délester de choses, à lâcher prise. Toute Lune décroissante est excellente pour nous engager à lâcher, par exemple, une mauvaise habitude, à commencer un plan détox, que ce soit spirituel, digital ou alimentaire. Au cours de sa descente aux enfers, Inanna dépose à chaque porte un attribut divin. Et chaque porte, astronomiquement parlant, correspond à une conjonction Lune-Vénus, au cours desquelles la Lune est toujours décroissante. Une fois que Vénus arrive chez Ereshkigal, correspond la phase d'invisibilité de Vénus dans le ciel, où elle va faire sa conjonction supérieure. Et quand elle redevient visible et qu'on recommence à avoir les conjonctions avec la Lune est toujours en phase croissante. La phase croissante de la Lune, symboliquement, est une phase où il nous convient d'intégrer des choses, d'incorporer des situations. Et c'est au cours de cette remontée, et comme elle franchit les portes de l'enfer, les 7 portes de l'enfer, de retour vers le monde d'en haut, que Inanna récupère ses attributs divins un à un. Sympa, non? La symbolique. Quelle est la symbolique des 7 portes et des attributs divins? Toujours d'après l'astrologie chamanique, elle est reliée aux 7 chakras. La couronne représente le chakra couronne, le sceptre représente le chakra du 3e œil, la parure, donc le collier, les boucles d'oreilles représentent le chakra de la gorge,
Le bustier représente le chakra du cœur. La ceinture représente le chakra du plexus solaire. Les chevillères, le chakra sacré. Et la robe royale, le chakra de la racine. Chaque porte qu'Inanna traverse représente un portail. En remettant la couronne, on franchit le portail de l'autorité. En remettant le sceptre, on franchit le portail de la perception. En remettant la parure, on franchit le portail de la communication. En remettant le bustier, on franchit le portail de l'amour et de la compassion. En remettant la ceinture, on franchit le portail du pouvoir personnel. En remettant les chevillères, on franchit le portail de la créativité. Et en remettant la robe royale, on franchit le portail de la manifestation. Et à chaque fois qu'on franchit un portail et qu'on fait la remise d'un de ces attributs, la remise symbolique d'un de ces attributs, on a l'opportunité de comprendre autrement l'emploi que nous faisons de l'énergie et des attributs reliés à chacun des chakras et de déposer des compréhensions et des expressions qui ne nous correspondent plus. Avec ces portails de lune décroissante, nous faisons un travail de remettre, de lâcher prise, de laisser aller en rapport avec les 7 chakras, notre compréhension de ces énergies et notre expression de ces énergies dans notre quotidien. Suite à la mort symbolique d'Inanna et sa remontée symbolique au monde d'en haut, nous refranchissons les portails, cette fois-ci dans l'ordre inverse, et nous réclamons nos attributs divins. Et cette fois-ci, avec une compréhension plus lumineuse de ce qu'ils représentent. Et tout ceci également en rapport avec le signe où se tient la conjonction Vénus-Soleil, où démarre le cycle, qui, en ce janvier 2022, s'est tenu en Capricorne. Cette conjonction inférieure Vénus-Soleil, qui s'est tenue à 18-19 degrés du Capricorne pendant la rétrogradation de Vénus, est en fait le kick-off de ce nouveau cycle vénusien qui aura une durée de 19 mois, comme tous les cycles courts de Vénus, culminera en octobre 2022 avec la conjonction supérieure et se clôturera en août 2023 avec la suivante conjonction inférieure. En gros, nous avons démarré avec la boucle rétrograde de Vénus, la clôture du cycle antérieur. Nous vivrons ensuite la phase Vénus-étoile du matin de mi-janvier à mi-septembre 2022. Vénus deviendra invisible et fera son Venus Star Point direct entre mi-septembre et début décembre 2022. Ensuite, elle démarrera sa phase étoile du soir de décembre 2022 à mi-août 2023 et elle re-entrera en boucle rétrograde pour faire le nouveau Venus Star Point rétrograde, la nouvelle conjonction inférieure, entre le 19 juin 2023 et le 6 octobre 2023. Voilà pour ce qui est de la chronologie de ce cycle vénusien qui démarre à peine et qui va durer, comme je te disais tout à l'heure, environ 19 mois. Les conjonctions Lune-Vénus viennent activer à chaque fois un portail, aussi bien en descente qu'en montée, et un chakra relié à des qualités énergétiques que nous allons travailler au travers des valeurs de l'archétype du féminin sacré incarné par le signe où s'est tenu le Venus Star Point en 2022, Capricorne. Ce voyage que fait Vénus et que l'on vient d'étudier symboliquement à travers le mythe d'Inanna est un voyage de valorisation propre, de maturation de notre énergie vénusienne, de lâcher prise de croyances limitantes et fantaisistes et de magnification de nos atouts, de nos attributs divins. Et chaque cycle de Vénus nous propose la même chose. Après, le signe où se tient le Venus Star Point rétrograde représente des valeurs dans lesquelles nous allons nous initier, dans lesquelles nous allons faire l'initiation. Dans ce cadre-là, j'avais annoncé il y a quelques semaines que j'allais créer dans le dossier Vénus une section particulière dédiée
au voyage de Vénus en Capricorne, où j'allais ranger toutes les leçons et le contenu que j'allais publier au cours des 19 mois qui suivent en rapport avec ce voyage initiatique. Mais ensuite, je me suis dit que non, que j'avais quand même envie de vous proposer de vivre l'expérience comme moi-même je l'ai vécue à plusieurs reprises dans mes formations en astrologie chamanique. Je vous expliquerai ça plus tard. Et en plus du contenu qui sera publié au fur et à mesure que nous avançons dans ce cycle par rapport à Vénus, par rapport à l'expression de l'archétype féminin en Capricorne, par rapport à chacun des portails Lune-Vénus que nous allons traverser, etc., etc. Je me suis motivée à vous proposer de façon inédite, parce que je n'ai jamais proposé un accompagnement comme ça sur une durée aussi longue, de nous retrouver tous les mois avant l'activation de chacun des portails Lune-Vénus pour préparer le travail que nous allons faire, qui va nous occuper au cours du mois qui suivra, entre un portail et le suivant, et par rapport au chakra qui a été activé. Ces rencontres vont être animées par Carla Soto, psychothérapeute et intervenante dans l'espace éducatif, vous la connaissez déjà, et moi-même, et ont pour vocation de proposer un espace d'échange et de partage avec un encadrement professionnel. Et je souligne vraiment ceci, ce n'est pas juste un cercle d'échange, c'est un cercle d'échange et de partage encadré professionnellement. Et aussi, je ne sais pas pourquoi j'ai mis surtout, c'est peut-être parce que la transmission de savoir et de techniques applicables à la vie réelle me paraît particulièrement important, mais c'est plutôt et aussi de cette transmission, non seulement de savoir en rapport avec la symbolique de chacun des chakras et sa résonance dans d'autres sphères du développement de la personne, la sphère psychologique par exemple, la sphère neuropsychologique, etc., etc., et de techniques que vous pourrez appliquer à votre travail personnel, au travail personnel que chacun et chacune d'entre nous seront amenés à faire en fonction, bien sûr, de beaucoup de choses, de notre vécu, de nos caractéristiques, astrologiquement parlant, en fonction de là où c'est tenu, la conjonction Vénus-Soleil, la conjonction inférieure en Capricorne, etc., etc. On va voir tout ça au fur et à mesure. Je ne peux pas expliquer tout ça ici parce qu'en plus, je ne sais même pas jusqu'où on va pouvoir aller. Ça, c'est quelque chose que je vais mesurer en fonction des choses que je publie, en fonction de la réaction de ceux qui participent aux rencontres, etc., etc. Maintenant, comment tu peux participer à ce voyage de Vénus si ça t'intéresse? Tu peux soit te joindre à nous dans le programme Architecte de ma vie, soit, et j'ai fait ça en pensant à ceux qui n'ont pas les moyens peut-être de payer l'abonnement mensuel qui donne accès à tous les dossiers de l'espace éducatif. Pas tout le monde a les mêmes moyens. Donc, j'ai créé un accès juste au dossier Le voyage de Vénus en Capricorne, qui sera également par abonnement mensuel, mais pour un tarif bien inférieur. Par contre, il n'y aura accès qu'au contenu qui sera publié dans ce dossier. Pour ce qui est des architectes, vous aurez accès, bien sûr, comme d'habitude, à tout le contenu et aux rencontres en groupe avec grand plaisir. Si tu n'es pas membre du programme Architecte de ma vie et que participer à cette expérience t'intéresse, je te laisserai ci-dessous le lien qui t'emmènera vers toute l'information dont tu auras besoin pour prendre ta décision. Et bien sûr, je reste à ta dispo si tu as des questions. Si tu es membre du programme Architecte de ma vie, tu as déjà reçu un email avec toutes les informations et les accès au dossier. Voilà pour ma présentation, pour ce mythe de la descente d'Inanna aux enfers, pour son lien symbolique avec le cycle de Vénus. J'espère que ces enseignements t'ont été utiles et profitables et que tu vas les mettre au service de ta conscience, de ton évolution, de ton self-empowerment. Merci de ton temps et à très vite.